Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h, 20h Greenwich Mean Time. Une vidéo amateur est apparue samedi 13 février 2021 sur la toile. Elle montre le nommé Jean-Faye Fungon, d'après le communiqué presse de la division de la communication du ministère de la Défense, interrogé, violenté et passé à tabac par des éléments des forces de défense et de sécurité, soit 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers, toujours d'après le communiqué du ministère de la Défense. Les concernés ont été mis aux arrêts à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou, sur instruction du ministre de la Défense Joseph Betty Assomon. Ces images d'une violence indescriptible ne sont pas loin de rappeler celle de Florence Ayafor, cette gardienne de prison de 46 ans, violée, torturée, ensuite décapitée le 30 septembre 2019 par de présumés séparatistes. Son supplice et son exécution seront filmés par ses bourreaux et diffusés sur les réseaux sociaux. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi une telle déshumanisation, madame, monsieur? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Charles Ndikam. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est avec un grand plaisir et malheureusement pour un sujet que nous souhaiterions ne plus avoir à traiter que nous sommes là ce soir et nous le ferons du mieux que nous pourrons. Voilà, Martin Zan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Alonto. Bonsoir à toutes les populations camerounaises, particulièrement aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Kolmetet. Et bonsoir une fois de plus à monsieur Bertrand Tchofo. Bonsoir Aristide Mono. Bonsoir monsieur Serge Alain Otto, bonsoir à tous les co-discutants du soir, bonsoir à tout Douala ainsi qu'à tout Tokombéré, parce qu'il y a un événement assez important de ce côté et cela me permet comme ça de penser à ces populations que j'ai eu à côtoyer durant pratiquement 2 mois dans le Mayo Sava, dans le cadre de ma recherche pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans la coproduction de la riposte camerounaise. Lorsque je parle de la coproduction, c'est-à-dire que cette symbiose qu'on a observée dans la riposte, dans l'offensive, symbiose entre l'armée et les populations, l'État et la société. Donc aujourd'hui, je tiens à avoir une pensée pour toutes ces populations. Je rappelle que Kolofata, depuis lors, est dans le noir et pourtant on sait bel et bien que c'est un arrondissement qui est situé dans une position un peu stratégique et qui constitue, ou alors qui a toujours constitué une porte d'entrée des opérateurs du crime qui errent dans cette zone bassin lac tchadienne. L'action publique de lutte contre les menaces asymétriques, le cas du Cameroun face à Boko Haram. Effectivement, c'est le titre de la thèse, l'action publique de lutte contre les menaces asymétriques, le cas du Cameroun face à Boko Haram. Comme je le disais tout à l'heure, il était question de montrer comment est-ce que les actions se sont coordonnées entre l'État, la société, entre les populations et l'armée. Il faut dire que d'un côté, on a observé une symbiose parfaite et de l'autre côté, il y a eu des moments assez frustres, des moments chaotiques où on s'est retrouvé avec des populations qui étaient totalement révoltées contre l'État, révoltées contre les forces de défense. Il y a même eu dans un arrondissement, dans une localité, où il y a eu, la population a décidé, je parle là de Maga, la population avait décidé de brûler complètement une base de notre armée. Et j'ai voulu parler de ce sujet pour essayer d'apporter assez de réserves par rapport au discours triomphaliste autour de la notion de doctrine de défense populaire. Ça veut dire que ceux qui estiment que tout ce qui est fait au niveau de la coproduction, de la riposte relève d'une doctrine qui aurait été insérée dans la carte mentale de tous les Camerounais. Or là, on a beaucoup plus eu affaire aux démarches
démarches pratiquement opportunistes, conjoncturelles, qui ont été tout simplement recyclées par le discours scientifique ou le discours politique en termes de doctrine de défense populaire. Et au terme des travaux, mon objectif était tout simplement d'attirer l'attention des autorités, des pouvoirs publics sur la nécessité d'implémenter de manière effective la doctrine de défense populaire, parce qu'elle part déjà du fait que le Cameroun n'a pas assez de capacité pour résister à un bon nombre de situations conflictogènes, à certaines attaques. Il est également question de montrer que la sécurité ou la défense ne doit pas se limiter aux objectifs armés. Il faut aller au-delà. Je suis parti donc de la sectorisation de l'école de Copenhague qui parle de la sécurité militaire, la sécurité environnementale, la sécurité sociétale, la sécurité économique et la sécurité politique. Donc la sécurité d'un État ne se réduit pas simplement à la simple mobilisation des forces armées. Il faut aller au-delà et intégrer tous ces éléments qui constituent dans le package de la sécurité d'un État. Merci, Dr. Aristide Mono. Barrister Kamaliman, you are welcome once again. Thank you, Mr. Sedge. PhD researcher, English law. Yeah, Mr. Sedge, I'm really speechless this evening, and when I received your invitation to talk again about Anglophone crisis, and with the images I saw yesterday, believe me that I'm really dumbfounded, and asking myself so many questions, amongst which I'm asking how do we find ourselves where we are today? How could we allow Cameroon to find itself in the mess that we find ourselves today, Alain? I'm here to contribute to see Cameroon a better Cameroon. Voilà, je commence par vous, Martin Zan. Oui. En juin 2019, le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assommo, était dans la région conflictogène nord-ouest, sud-ouest. Il avait interdit l'usage des téléphones Android aux soldats. Comment comprendre que ça revienne? Vous avez reçu ces images. Oui, qu'est-ce qui se passe dans l'armée? Je trouve que c'est vrai que notre armée est professionnelle. C'est vrai que notre armée a toujours protégé la population. Mais nous ne comprenons pas d'où sort cette vidéo. Nous ne comprenons pas si ça a été filmé par un militaire ou alors quelqu'un de la sécurité camerounaise. Comment il a pu diffuser de telles images. Bon, en outre, je sais aussi que parfois... Pour vous, le problème, c'est quoi? C'est la diffusion ou bien le fait de filmer déjà? Bon, déjà, le fait de filmer n'est pas bon. On ne filme pas ce genre d'images. Il faut avoir des autorisations. Parce qu'il s'agit là de la sécurité de l'État. Il s'agit de la population qui est en relation avec des militaires, des forces de troisième catégorie, qui interviennent, n'est-ce pas, pour les états de guerre, lorsqu'on est en guerre. Alors, nous sommes là dans une crise et non dans une guerre. Lorsqu'il y a des petites bavures, c'est vrai qu'il n'y a pas... Vraiment, il n'y a pas une grande bavure, c'est une petite bavure qui ne devrait déjà même pas exister au su et au vu de tous, et aussi qui ne devrait pas être filmée par un téléphone portable, Android bien sûr. Parce que là, ça permet, n'est-ce pas, ça déstabilise l'État. Ça fait lorsque nous avons déjà un État d'accalmie où le chef d'État vient de rassurer la jeunesse, où, n'est-ce pas, le ministre de la Défense donne des consignes, prend des actes administratifs pour recalibrer les forces de défense camerounaises, et que l'on se retrouve encore avec des choses comme ça qui peuvent, n'est-ce pas, tenir l'image de notre armée et notre République. C'est vrai que nous comptons sur cette armée, elle est très professionnelle. Nous devons faire fi des petites bavures qui peuvent, n'est-ce pas, arriver, M. Serge Alain Auto. Ok. Charles Dikam, vous avez regardé cette vidéo, le citoyen camerounais que vous êtes. Oui, je vais regarder droit à la caméra pour m'adresser justement à nos compatriotes. J'espère que vous avez compris quelque chose de ce qu'a dit mon prédécesseur. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. J'ai retenu qu'il a parlé de petites bavures. Bon, il a déjà utilisé le mot bavure, je pense qu'il s'est déjà fait violence. Au contraire de lui, je m'intéresserai au fond. Doit-il y avoir ce type de comportement dans une armée qui se dit républicaine? Je rappelle aux uns et aux autres que le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités et que même en situation de conflit, il y a de l'ordre.
il y a des règles. Je voudrais dire une chose. Un État fort ne se comporte pas comme se sont comportés ces voyous. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux que nous avons vus à l'image sont des voyous. Je répète, ce sont des voyous qui doivent être traités comme tels. Il va être temps peut-être qu'on fasse plus grande publicité des procès qui leur sont intentés. Il va peut-être être temps que le public sache ce que deviennent tous ceux-là qui sont incriminés dans de tels actes. Ça a commencé il y a déjà quelques années, avec ces images du Nord dont je pense les uns et les autres se souviennent. Je voudrais, moi, que ce ne soit plus que des sentences qu'on relate par voie de presse, mais que ce soit des procès publics auxquels tous les Camerounais assistent, auxquels tous les Camerounais ont accès, de manière à ce que, peut-être, cela influe sur ces quelques-uns, parce que j'ose bien espérer qu'il ne s'agit que de brebis galeuses, mais ça devient quand même répétitif. C'est aussi symptomatique d'un État où les instructions restent lettres mortes. Je vous rappelle ici que dans ces différentes sorties, le chef de l'État instruit. Il instruit. Mais à nous, il ne nous rend jamais compte de ce que sont devenues ces instructions. On passe d'un plan à un autre, on ne nous dit pas le plan précédent, ce qu'il a donné. Et il en est de même, donc, de ce brave ministre de la Défense, que j'ai beaucoup apprécié lors de son passage à Yaoundé en tant que gouverneur, mais qui, bon... À Douala, pardon. En tant que gouverneur, l'homme est quelqu'un manifestement de bien, mais bon, comment dirais-je, il est dans un environnement qui est celui-là, d'un Cameroun où plus personne ne respecte rien. Et où les hautes instructions sont plus utilisées à des fins mercantiles très souvent qu'autre chose. La preuve, il a donné des instructions, mais comment se fait-il que des militaires dans une caserne ont des téléphones portables? Ils ne devraient pas en avoir. Même chez vous, ne sont pas de l'ordre. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé la parole, monsieur Zang. Ça a bien commencé et que ça se termine pareil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sera la première et la dernière fois. Je suis donc en train de dire, s'il vous plaît, monsieur, je vous demande de me laisser la parole. Quand vous l'aurez, vous la prendrez. Je disais donc que nous sommes là pour déplorer une fois de plus, d'abord cette guerre. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un la qualifier d'autre chose, mais ça n'est ni plus ni moins qu'une guerre entre compatriotes. Nous sommes encore aujourd'hui, en février 2021, en train d'en parler. Nous ne devrions plus en parler. Combien de nos Camerounais, de nos frères et sœurs devront tomber avant que ceux-là qui ont le devoir vis-à-vis de nous, citoyens, d'y apporter une fin, trouvent et prennent les mesures idoines? Je pense que dans la suite du débat, nous verrons. Voilà, on a dit que la guerre a ses règles, barista. Et comme je l'ai dit, j'ai posé la question à Martin Zang. Comment comprendre que le ministre de la Défense ait donné des instructions fermes en juin 2019 par rapport aux appareils, que ça se retrouve encore? Comment comprendre ça? Well, Mr. Sech, I think it is a blessing from God that videos like like that, visage. On voit bien les visages. God wants to expose, because there's no reason why they will take a camera to film, a phone to film and send to the public. I think it is a will of God that this country should know exactly what some of the militaries are doing. Alain, as my co-panelist rightly said, Charles, ouais. Cameroon has signed and ratified international treaties, amongst which we have the international humanitarian law, which governs the actions when you're in armed conflict. And the aim of any hostility is not to kill, is not to torture. But we discover in Cameroon that the military, the Ambazonians, they don't respect the provisions of this law. We equally sign human rights law, and the government has the duty, has the obligation to see that human rights law are enforced in this country. And it is unheard of that group of military people will be found beating a civilian to extort whatever information they want to get from him. Look, it is high time this government sits up and really do something about it, because, Alain, once the military, they behave that way, it leads to a counter reaction. The Ambazonians too are going to do same. And who are the people suffering? It is a poor population. It is a poor population that suffers.
So we are calling on the Minister of Armed Forces, Defense, who we know as a good person, to put an end into this thing. And that people should stop using provocative languages as to underqualify, underestimate what has happened. You know, it is easy when you sit behind the microphone to talk. You can always say what you want, but think about this. You never know who will be next. It can happen to you. And if we don't stop the military, if the military cannot understand that acts like that should not be perpetrated, then we are living really in a jungle. And Cameroon should not be a jungle, Aden. Voilà. Cameroon shouldn't be a jungle. Voilà, docteur Aristide Mono, on parle quand même d'un cours de discipline militaire, hein, du côté des forces de défense et de sécurité. Justement, le capitaine de vaisseau à Tonfak Nguemo Cyril, qui signe ce communiqué, parle d'intolérables agissements en rupture avec, d'une part, le respect des règles d'engagement et d'autre part, la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement astreints. Vous savez, nous sommes en train Qu'est-ce qui dérange? C'est le fait qu'on est filmé ou bien c'est le fait qu'on ait diffusé ces images? Qu'est-ce qui choque? Les deux à la fois. Je pense qu'il y a un code de discipline interne qui a été rappelé aux uns aux autres en 2019 et également le droit international humanitaire, comme le maître le disait tout à l'heure. Il y a, ma foi, une certaine propension à vouloir à vouloir réfléchir autour des conséquences au lieu de se pencher sur les causes. Je pense que nous sommes en situation de guerre très complexe. Je maintiens la notion de guerre parce que il y a une certaine désétatisation de la notion même de la guerre avec l'irruption des groupes privés qui engagent désormais des conflits ou alors des combats contre les États et qui revendiquent à un moment donné le même statut que les États. Donc, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique et ce genre de situation implique ou alors commande forcément ce genre d'agissement. Donc, moi, je ne suis pas totalement surpris par les images que nous offre depuis 2016 cette crise et des deux côtés, selon crise anglophone. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle... On parle des images qui viennent des deux côtés, c'est-à-dire du côté séparatiste en fait. Comme en fait, parce que c'est difficile pour les deux camps d'observer vraiment le droit international humanitaire. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous sommes dans une situation de guerre asymétrique et la guerre asymétrique repose sur la furtivité, repose sur l'usage de la terreur comme moyen de communication, comme moyen également de domination de l'ennemi. Donc, c'est le propre même, en fait, de la guerre asymétrique. Donc, ce qu'on vit, toutes ces images relèvent, en fait, de la quintessence même d'une guerre asymétrique. On parle du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est celui de la distinction. C'est-à-dire qu'on doit faire forcément engager un distinguo entre les civils et les militaires, un distinguo entre des cibles civiles et des cibles militaires. Et vous voyez que le fond même de la guerre asymétrique est à l'opposé, se situe à l'opposé de ce premier principe du droit international humanitaire. Vous avez le deuxième principe qui est celui de la proportionnalité, c'est-à-dire que des moyens et des méthodes qui doivent être mobilisés par des protagonistes doivent être à côté de l'objectif qui est recherché ou l'avantage militaire qui est recherché. Comme les juristes disent souvent, on ne peut pas utiliser un marteau pour tuer, par exemple. Voilà. Donc, il faut utiliser des moyens appropriés par rapport à l'objectif qui est recherché. Or, vous voyez que le propre des menaces asymétriques, de la guerre asymétrique, c'est aller même au-delà de cet usage disproportionné en fait des méthodes et des moyens. On a vu ce qu'Osama Ben Laden avait utilisé pour bombarder des Américains. On a vu en retour ce que les Américains ont fait à Osama Ben Laden. Donc ça veut dire qu'on est en dehors, le propre même de la guerre asymétrique, ça évolue en dehors de ce deuxième principe qui repose sur la proportionnalité. Maintenant, il y a celui de la précaution. Donc c'est-à-dire que les différents belligérants doivent chercher à protéger les civils ou alors ceux qui ne sont pas dans un état d'activité armée
peut-être des blessés, des prisonniers, ceux qui ont été déjà neutralisés. On n'a plus besoin de continuer à les combattre, il faut plutôt les protéger. S'ils sont malades, il faut les amener dans un centre de santé, ainsi de suite. Donc voilà des 3 principes du droit international humanitaire qui malheureusement ne cadrent pas avec le propre de la guerre asymétrique. C'est pourquoi je dis, si on lit cette guerre qui oppose aujourd'hui l'État du Cameroun au groupe ambazonien, suivant la logique du droit international humanitaire, on sera à côté de la plaque. Du côté des ambazoniens, on est dans une logique de vouloir rentabiliser des côtés faibles de l'État. On peut donc toucher aux civils, on peut donc toucher aux cibles qui, en fait, ne peuvent pas bénéficier d'une protection réelle. Et du côté de l'État, on est dans une certaine contrainte. Je suis dans les principes. On est dans une certaine contrainte. Je vais vous dire une chose, Serge. Lorsque l'armée camerounaise se retrouve dans une situation de connivence ou de liaison réelle entre les communautés et Boko Haram dans l'extrême nord, où l'armée se rend compte qu'en fait, il faut faire quelque chose pour forcer l'allégeance des populations. Et les populations, à un moment donné, avaient peur de donner l'information parce qu'elles avaient plus peur de Boko Haram que de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait produire la contre-terreur pour que les populations adhèrent en fait. Docteur Etienne Mono, je vous arrête là. Est-ce que ce n'est pas le même problème là-bas? Est-ce que la population n'a pas aussi peur de donner certaines informations aux forces de défense et de sécurité par peur de représailles venant des groupes séparatistes? Par mesure Pourquoi ce qui marche, pourquoi ce qui a marché, donc vous, pour Boko Haram, ne marche pas aux autres? Par mesure de prudence, je vais rester dans l'hypothèse. Cette hypothèse est plausible. Donc, c'est-à-dire que c'est là où je voulais même en venir. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à la peur que nourrissent les populations, face à la répression des ambazoniens, l'État peut se retrouver sevré de cette population qui doit l'aider à combattre ou à identifier la menace. À ce moment, qu'est-ce que les forces de défense font? C'est de mobiliser la contre-terreur. Et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention par rapport à ce qui a été... la terreur par les images. Voilà. Est-ce que ces images-ci peuvent... Est-ce qu'il y a un message? Effectivement. Donc, il y a, au-delà de la question du forcing, du renseignement, de l'obtention du renseignement, il peut également s'agir en fait d'une contre-communication face à ce qui est également produit par des ambazoniens, question d'équilibrer la terreur au sein des différentes opinions de l'armée, opinions ambazoniennes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention avec ce genre de situation. Et je rappelle que au-delà de tout, il faut comprendre que ceux qui sont au front sont d'abord des humains. Que ce soit du côté de l'Ambazonie ou du côté de l'État du Cameroun, de l'armée. Je vais toujours revenir sur le cas de Boko Haram. Est-ce que vous savez à un moment donné que des jeunes soldats se retrouvaient dans une situation d'insomnie totale les nuits à Maroua ou alors dans l'extrême nord. Oui. C'est-à-dire, un soldat se lève à minuit, commence à crier seul, il pleure. Tout simplement parce qu'il a vu des images horribles. Imaginez donc le moral de ce jeune. Voilà. Donc, ils étaient également traumatisés. Et il y a une seule chose qui navigue dans la tête, c'est de régler les comptes. Il faut donc faire extrêmement attention parce qu'on a en face des humains, pas des robots. Ça veut dire que le jour qu'il tombe également sur un pro ou un prétendu ambazonien, immédiatement, le réflexe de règlement de compte arrive. Il faut donc en fait tenir compte de tout cela sans toutefois chercher à exempter l'armée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également des abus, des usages disproportionnés qui relèvent tout simplement des ailes des uns et des autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu un ordre, mais des individus décident de prendre sur eux cet engagement de torturer tout en espérant peut-être apporter un certain avantage à l'armée sur ce terrain qui est très délicat. Voilà, Martin Zan, comme l'indique la thématique, cette guerre qui se poursuit, mais il y a quand même un discours du gouvernement qui dit que la situation est en train d'être maîtrisée. Et comment comprendre donc que
de telles vidéos, de tels agissements Oui. surviennent alors qu'on nous parle d'une situation qui est maîtrisée. Effectivement, Les vies mortes continuent le lundi. Lorsque on prend la situation depuis 2016 jusqu'à 2021, nous comprenons que nous avons suffisamment évolué. Dans quel sens? Dans le sens de la paix. L'État du Cameroun a réussi à dompter, n'est-ce pas, les Ambazoniens. L'État du Cameroun a réussi à faire capituler des hommes religieux qui attisaient et mettaient le feu dans la crise sécessionniste. L'État du Cameroun a réussi à rassurer toutes ces populations. C'est pourquoi l'intensité des frappes ambazoniennes a été réduite à presque 0, ou alors à 1, si c'était gradué de 1 jusqu'à 5. Maintenant, nous sommes à 1. Ce qui peut arriver, la situation que nous avons là pour le cas d'espèce, c'est une situation où nous voulons des informations. Quand je dis nous voulons, je parle pour le compte de l'armée. C'est vrai que je ne suis pas porte-parole de l'armée, mais du côté de l'État, parce que c'est l'armée qui assure la sécurité de l'État. Donc je dis donc que c'est dans cette... Mais il y a une instruction du ministre de la Défense, Joseph Betias Somon, depuis juin 2019. Effectivement. Qui interdit. Comment les portables? Je vous ai posé. Pourquoi les téléphones Android se retrouvent encore? Il dit exactement ceci. Joseph Betias, en visite, il interdit l'utilisation, proscrit l'usage des téléphones dans toute situation d'engagement opérationnel. Oui, c'est le non-respect des consignes par les militaires. Certains militaires peuvent décider, n'est-ce pas, de ne pas respecter ces consignes. Ils peuvent même avoir par devant les personnes des téléphones Android et que les chefs ne soient pas au courant. Que les chefs hiérarchiques de l'armée ne soient pas au courant que ceux-ci ont des téléphones. Et cela peut arriver. Mais, pour revenir à la situation du droit humanitaire, du droit humanitaire international, qui est encore appelé le droit de la guerre, il faut comprendre que les lignes sont fixées pour la sécurité, non seulement des militaires, mais aussi des citoyens, des civils. Mais, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le code. Il y a un code pour, n'est-ce pas, avoir des informations. Par exemple, chez les militaires, mettons leur code pour avoir des informations. Cela se voit lorsqu'on regarde les films. Torture, c'est ça? Lorsqu'on regarde les films, je ne parle pas de torture, M. Serge Alonto. Lorsque nous regardons les films américains, c'est la projection de la réalité. Ils nous montrent comment on fait pour avoir des informations. Et nos soldats sont, n'est-ce pas, formés pour ce genre de situation. Mais ce qui a créé problème aujourd'hui, c'est la vidéo. C'est parce que la scène a été filmée. Cette scène, ça se passe voilà comme ça. Pourquoi je demande, c'est la diffusion qui ça se passe qui dans fait tous les problème pays où ou il y a bien... des crises. C'est pas, le Cameroun n'est pas un cas unique. C'est pour assurer la sécurité des citoyens. Si je veux assurer la sécurité de 30 millions de citoyens, comme c'est le cas au Cameroun, nous n'allons pas laisser un individu mettre à sac la sécurité de l'État. On doit le neutraliser. Sauf que c'est sorti. C'est ça qui fait problème. Ça a été filmé et c'est sorti. Vous suivez, vers la fin de la vidéo, il y a un élément qui dit qu'on n'est même pas sûr que ce soit un homme. S'il y a cette déclaration, c'est parce qu'il devrait, n'est-ce pas, pousser l'information un peu plus loin pour se rassurer que le monsieur, celui qu'on a pris, est véritablement en bas. Bon, dans le cas, rien ne nous prouve qu'il n'est pas en bas. Et rien ne prouve pas qu'il est en bas. Qu'il est aussi en bas. Dans le cas d'espèce, s'ils ont filé ce monsieur et qu'ils l'ont appréhendé, ça veut dire qu'il y a des soupçons qui pèsent au moins à 75% que ce monsieur serait... Do you know something? I am dumbfounded when I listen to my co-panelist talk. I don't know if he lives in this country, if he has had encounter with international humanitarian law. I'm just dumbfounded. To begin with, the problem is not a problem whether they filmed it or they send it out. The problem is it was wrong to beat a citizen. That's the starting point. Why should they beat a Cameroonian? That's the starting point. And to you, they could have information by through torture. It is wrong, sir. The military is not above the law. And if the law is to the effect that they should not torture any citizen, they should not do it. What do you talk about presumption of innocence? If everybody, every suspect, every accused person is deemed to be innocent until he is proven guilty by a court. You come and sit there and you tell people that to beat a citizen, the only problem is that they send it to public. My brother, it is unheard of. It is bad to think that you stand and tell people that it was normal as a military tactic to get information.
And when you come here and say that in the Northwest that they have reduced the killing to almost zero, I start doubting myself whether you are a Cameroonian and you live in this country. Now you talk about international humanitarian law. There is no, it is what I did even at the level of PhD. There is no provision in that law that permits you to torture anybody. There is no provision in it. C'est normal. And to further the ideas of Dr. Look, international law has its 4 cardinal principles to begin with. That the party should be they should use distinctive signs to differentiate themselves from civilians. I had said before that the Ambazonians have failed to do that. I was clear on that. The second is that you should carry arms openly. You don't come and strike and run and enter the that is not done. The third is that they should be able to link you up to a leader. Who is the leader? Who is, and there's a problem. And the last is that you should not, the civilian should not be a target. And so when I hear people say that the state can use act of terrorism to show of force, my brother, it is nonsense. It is stupidity. You should not even think about it. It means therefore that the state is practicing what they call state terrorism, because the act of making people afraid is terrorism, and that is one of the fundamental problems we have in this Anglophone crisis that you are trying to ask the difference between this crisis and the Boko Haram. It's because the government, the military, scared the Anglophones, scared the population. The population did not trust the military, and instead for this military to do acts that will rebuild confidence, we keep seeing images like this. And then nobody in his right thinking will ever support what Ambazonia is doing to kill people. But let it be known equally that the military should not act like that, should not even be done. And you see, to think that is because they publish it or that they film it, that's not the point. Fact in issue. The issue is, did they supposed to beat a Cameroonian? And the answer is no. We sit and talk because it has happened to somebody else. You sit in Douala and talk because it has happened to people in the Northwest. I am from the Northwest. I am an Anglophone and I feel the pains. And so when you come and sit and say the government has done so much to contain the war and it's almost at zero, you are insulting people. And please don't insult us. Don't rub salt. Don't rub salt on our injuries. The government should desist. The military should desist. It is our military. The military has a duty to protect us. Everybody has his duty in a society. The journalist brings a report and let the government appreciate what is happening. The lawyers defend the interests of the citizens. The army is there to protect the state. And for no reason, I mean no reason, should the military engage in torture to get any facts from anybody. And for no reason should Ambazonians think that in killing somebody they are doing something right. Two wrongs cannot make a right. And I think it is time we look eyeballs to eyeballs and sort out this issue than coming to think that the problem has been resolved. It hurts. And it is very bad to think that way. Charles Ndikam, je vous vois très pensif. Qu'est-ce qui se passe? Non, pensif. Je m'interroge chaque fois que je suis face à un discours négationniste du style de monsieur Zhang, c'est ça, oui. Ah, il m'aime beaucoup. Non, malheureusement, j'aurais aimé vous aimer. Je sais que la Bible conseille même des fois de donner la joue, la deuxième, après avoir pris une gifle, mais je ne vous la donnerai pas. Cette logique qui consiste à « vous pouvez tout faire pourvu que vous ne vous fassiez pas attraper », c'est le logiciel du parti État RDPC. Je suis désolé qu'on en arrive là, mais c'est le logiciel. C'est de la même manière qu'ils volent comme des souris et que, bon, quelques malheureux se font attraper et que quelques-uns, des fois, parce que le réseau est bon, arrivent à s'en sortir malgré qu'ils aient été attrapés. C'est la même chose. Vous voyez que dans le raisonnement que vous avez entendu tout à l'heure, l'acte en lui-même n'est pas condamné. C'est le fait que ça s'est su. Donc on peut, mais il ne faut pas que ça se sache. Dans le fait de la division. On peut voler, mais il ne faut pas qu'on le sache. Je veux dire, c'est... Et quand j'entends dire que tout va de mieux en mieux, je dis et je répète que le jour où ça ira mieux dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous le saurons. Nous le saurons pourquoi? Parce qu'ici à Bonabéry, nous voyons moins de nos compatriotes déplacés.
déjà. Parce que ce monsieur et moi pourrons décider à 23h ou à 1h du matin de prendre notre véhicule et de rallier le Nigeria en voiture. Et de pouvoir donc traverser toute cette zone en toute quiétude. Ça le sera quand le ministre de la Défense lui-même pourra aller là-bas sans venir en hélicoptère et avec des gens en armes autour de lui. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des imbéciles. Personne ne prend plaisir à ce que cette guerre perdure. Mais elle est là. Elle est là. Il n'y a toujours aucune solution viable qui ait été trouvée, que je sache. Dire à ces nombreux Camerounais qui sont en train de nous regarder ce soir, qui sont terrés chez eux probablement depuis 17 heures, parce qu'au-delà, c'est le no man's land, leur dire que tout va bien, parce que nous pouvons sortir d'ici et vaquer à nos occupations comme on veut, et encore que même à Douala, le banditisme règne, mais c'est une insulte non seulement à l'intelligence des Camerounais, mais à leur intégrité. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est qu'on ne situe pas, comment dirais-je, je vais peut-être emprunter le terme du docteur, les belligérants ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les situer sur le même plan. Ou alors vous avez accepté que l'État est dans le caniveau aussi. Sinon, si c'est un État, celui que vous proclamez sur les plateaux de télévision, un État de droit avec tout ce qui va avec, et les institutions et tout le reste, ces images viennent faire quoi? Elles sont dignes de sauvages. Des bavures répétées. Nous ne passons pas 3 mois sans venir sur ces plateaux-là déplorer des bavures. Nous ne passons pas 3 mois. Et je parle de celles qui nous parviennent. Il y en a qui ne nous parviennent pas. Il y en a qui se font sans image. Vous croyez bien que M. Atonfa, qui s'est lavé plus blanc que la lessive, s'il se sent obligé aujourd'hui de prendre ce genre de communiqué, c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Non, c'est une occasion de plus pour en appeler à ceux-là qui détiennent les clés de cette crise d'y mettre fin. Nous en avons assez. La déshumanisation, mais on la voit. Il y a quelques semaines, nous pleurions 50 de nos compatriotes. Ça y est, tout le monde a oublié. Quelle est la différence entre la guerre en Sierra Leone ou au Libéria et la nôtre? Qu'est-ce que nous avons de différent de ceux-là qu'à cette époque nous voyions comme des sauvages? Aucune. Nous en sommes arrivés là, à banaliser tout. Ok. Docteur Aristide Mono, quelles peuvent donc être les conséquences d'une telle vidéo sur le Cameroun déjà, et sur la population en elle-même? Est-ce qu'il peut y avoir la radicalisation sur les esprits? L'impact d'une telle vidéo. C'est en fait le paradoxe de la guerre asymétrique avec ses méthodes de terreur, de brutalité ou alors d'horreur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'y investit, forcément, on trace le chemin de la radicalisation de part et d'autre. Du côté de l'armée camerounaise, il y a une certaine radicalisation. Et parce qu'on entend dans la vidéo, ils disent que quand ils attrapent un de nos camarades... Effectivement, voilà, donc on suit ça dans la vidéo. J'ai parlé tout à l'heure de règlement de compte. Rien à voir avec un ordre qui aurait été donné par la hiérarchie. Ouais. Et du côté des Ambazoniens, il y a une certaine radicalisation qui va se développer. Maintenant, la population innocente qui est souvent prise comme présumée ambazonien ou présumée pro-gouvernementale, il y a également cette radicalisation et cela n'avantage pas en fait la recherche de la solution ou alors le solutionnement de cette crise. Vous savez, lorsque j'ai regardé cette vidéo du point de vue du droit international humanitaire, j'ai recherché non pas le principe de la distinction, mais celui de la proportionnalité. Est-ce que les méthodes et les moyens qui ont été déployés sur ce jeune Camerounais répondait en fait à l'objectif qui était recherché. Est-ce qu'il fallait arriver jusque-là pour avoir l'information? C'est de ça qu'il s'agit en premier. Et lorsqu'on écoute la fin, on se rend compte que vraiment il y a eu un usage abusif et c'est bien que cela soit reconnu par le ministère de la Défense à travers des enquêtes qui sont désormais ouvertes.
Donc, il y a cet usage disproportionné. Mais la véritable problématique dans cette histoire, c'est celle de la fin de la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure, tant que nous sommes encore dans cette situation, nous aurons à répétition ce genre de cas. On a commencé avec les Ayafor, on a vu au fur et à mesure, comme disait M. Ndjikam, après 3 mois, nous avons ce genre de situation. C'est tout simplement la conséquence d'une certaine cause qui ne veut pas être abordée de manière frontale par ceux qui ont la possibilité de pouvoir mettre un terme à cette ils disent qu'ils ont fait assez déjà de propositions. Oui, des propositions, mais ces propositions sont malheureusement des propositions de façade. Je vais revenir sur des propositions du grand dialogue, même si ces propositions ne répondaient pas en fait à la demande de la partie adverse, donc c'est-à-dire des Ambazoniens. Mais toujours est-il qu'il y avait des propositions qui pouvaient apporter en plus dans le solutionnement de cette crise. Malheureusement, ces propositions n'ont pas été matérialisées. Je vais prendre un cas simple. Il a été dit au terme du grand dialogue que le gouvernement camerounais allait engager une mission pour aller discuter avec les radicaux de la diaspora. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune mission dépêchée par le gouvernement pour aller discuter. Or, on sait bel et bien que le dialogue franc fait partie des solutions, ma foi, les plus pertinentes de la... Mais en façon dire, on ne discute pas avec les séparatistes. Vous avez suivi sur ce plateau. Non, en fait, je pense que ce discours-là, il a prospéré à une certaine époque. Ce discours est en décalage avec ce qui a été dit au terme du grand dialogue. Si le président de la République a dit « j'ai pris acte de ce qui a été fait, nous allons commencer à implémenter en fonction de la disponibilité des moyens », donc ça signifie que même au niveau de la présidente de la République, on reconnaît que le dialogue est une option. Malheureusement, entre le discours, entre les confessions publiques et la matérialité, l'effectivité ou alors la mise en œuvre de ces confessions, il y a tout un gap et c'est là où se situe en fait le hic dans le solutionnement de la crise anglophone. On va épiloguer sur des cas chaque jour, chaque semaine, mais tant qu'on ne met pas un terme à la crise anglophone, nous serions toujours dans une situation de débat non pertinent qui n'apporte absolument rien dans le solutionnement de la crise. Et je pense que la meilleure posture, contrairement à ce que venait de dire M. Jean, c'est comme en politique publique, il faut d'abord reconnaître le problème. Ouais. Si vous définissez mal le problème, si vous niez le problème, tout ce que vous allez produire comme posologie ne va pas en fait apporter un plus dans la résolution de la crise. Il faut déjà commencer par le reconnaître. Et moi, je suis surpris qu'il y ait quand même un fossé entre ce qui est dit à la tête de l'État et ce qui est dit par des éléments subalternes, en fait, qui se prononcent au nom de l'État. Parce que le président de la République, lorsque les gens disent qu'il n'y a pas une communauté anglophone, c'est quoi un anglophone? Or, entre-temps, il y a des politiques publiques ciblées. Alors, au nom de quoi on peut donc engager cette discrimination positive s'il n'existe pas une communauté qu'on appelle la communauté anglophone? Donc, il y a quand même une certaine... On a même parlé d'un statut spécial pour... Il y a tout un statut spécial. Pourquoi cette marginalisation des francophones si on ne reconnaît pas qu'il y a une communauté anglophone? Et je pense que le problème est plus politique. Le problème est plus politique parce qu'à un moment donné, des individus se confondent à l'État. Ok, c'est promis. Bon, on va revenir, docteur Sikavou également. Je sais que vous brûlez d'envie parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous reviendrons sur ce pic de violence meurtrière observé dans les régions anglophones. Vous le savez, il y a 3 chefs traditionnels qui ont été assassinés dans le Lébialem et cette vidéo amateur devenue virale, mettant en exergue un homme tabassé, violenté, molesté par des éléments de force de défense et de sécurité, un acte regretté par l'armée camerounaise qui annonce leur arrestation et des enquêtes disciplinaires, judiciaires et administratives pour comprendre les contours de cette affaire. La réaction également des leaders politiques concernant cette escalade de violence est à suivre
dans le journal de 20h est l'ambition d'un parlementaire français de porter la crise anglophone dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la présidence américaine. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et un an après le massacre de Ngarbou, les évêques, notamment celui de Kumbo, qui appellent à calmer les ardeurs des populations, à ne pas penser à la vengeance au moment où justice n'a pas encore été faite, et le procès qui continue concernant les principaux mis en cause dans cette affaire. Nous parlerons aussi du retour de Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC dans le Septentrion, retour triomphal avec une mobilisation populaire, des scènes de liesse, mais également un discours politique très attendu par les populations. Nous évoquerons dans le journal de 20h un important projet inscrit dans le plan d'urgence triennal, la route Douala-Bonepoupa-Yabassi, longue de 95 km, mais pas encore achevée depuis près de 3 ans. Pourtant, elle devait être livrée il y a au moins 2 ans. C'est un 3e report qui s'annonce. Pourquoi autant de retard? Un grand reportage à suivre dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, justement, après le journal, ce sera deuxième partie Equinox Soir, c'est-à-dire le débrief du journal. Mais avant le débrief, il vous l'a dit, c'est le 20h, le grand rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision, présenté par Cédric Nouffelé. Mais avant cela, une page de pub. We congratulate you for progress on your journey. For all your efforts while taking care of your family, you also didn't give up taking care